Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui les amis, nous allons parler de plus en plus de boxe sur la chaîne. La boxe a connu une année 2023 absolument exceptionnelle, je trouve, notamment avec Terence Crawford contre Errol Spence, qu'on avait couvert sur Fight Minds. Et il semblerait que le programme de la fin d'année soit toujours de qualité. Et même début 2024, il y a déjà pas mal de beaux combats annoncés. Donc aujourd'hui, on va parler de Ryan Garcia contre Oscar Duarte. Alors non, effectivement, c'est pas le plus grand combat de l'année, mais pour moi, il vaut le détour. Donc, on va faire ça avec Aldric. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous. Je vais très bien. Et toi? Et toi, comment ça va? On te demande jamais assez comment ça va, hein. Oh bah écoute, moi je vais très bien, toujours fatigué, ça fait quelques mois que ça change pas, mais le moral, le mental est toujours au rendez-vous, toujours positif, donc merci de demander et tout va bien. Alors je te propose que je mette un peu de contexte sur le combat et puis qu'on se lance dans l'analyse. Donc on va commencer par celui que le plus de monde connaît, hein. Ryan Garcia, évidemment, il a bien bossé sur son branding, sur sa communication. Il est très connu et moi, j'ai pas peur de le dire, je le considère comme un très bon boxeur. Il est monté jusqu'à 23-0 en prenant progressivement des gars de plus en plus solides. Mais en avril de cette année, il a voulu se la coller avec Gervonta Davis et c'était un peu trop tôt pour lui. Gervonta l'a remis à sa place dans la septième reprise en le finalisant sur un coup au foie. Ce samedi, il revient dans la division du dessus, 140 lbs. Oscar Duarte, c'est aussi quelqu'un qui combat 135 lbs et qui monte également. Donc voilà, c'est pas qu'il monte face à quelqu'un qui est installé dans la nouvelle division. Et alors, contrairement à ce que de nombreux boxeurs auraient fait à sa place, moi je trouve qu'il n'est pas en train de chercher un combat de relance. Il prend Oscar Duarte, qui est un profil aussi intéressant que complexe et dangereux pour lui. Oscar Duarte, c'est 26 victoires, une seule défaite par décision partagée qui remonte à 2019. Il est sur une série de 11 finishes, donc c'est un bon petit test pour l'un comme pour l'autre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, souvent en boxe anglaise, on utilise euh, ce terme de combat de reprise, de combat entre guillemets facile. Je, je, je te rejoins parfaitement. Tu sais que on fait du MMA sur Fight Mind, mais moi en plus, je suis hyper fan et attaché à cette catégorie. Alors, quand je dis cette catégorie, c'est vrai que tu es d'accord avec moi, c'est une montée à 140, mais qui a quand même un petit air de 135. Mais d'ailleurs, j'ai envie même de te dire, si on va un petit peu plus loin dans la KT 140 au moment où on se parle, il y a quand même il y a une vraie similitude entre les deux KT. Aujourd'hui, cette KT 140, il y a peu ou pas de vrai 140. Je m'explique un petit peu. Le 9 décembre, toujours pour donner du contexte, il y a un combat de David Haney qui monte également pour son premier à 140 et qui va prendre Pro Grace. Donc, tu sens quand même que il y a des similitudes dans ces KT et j'ai presque envie de te dire, c'est soit tu tapes Gervonta, soit tu montes à 140. Je suis un peu, je suis un peu dur dans la citation, mais j'en pense pas moins. Et c'est bien de le rappeler. D'ailleurs, son adversaire est classé également à 135. Je crois qu'il est 20e mondial, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Sur Boxrec, il est 20. Euh, mais après une défaite, notamment par KO, je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est un mec solide qui fait énormément de KO. Moi, je pense que il a besoin de rentrer dans la poche pour être dangereux, chose que Garcia le laissera sûrement pas faire. Mais je dis pas ça pour hyper le combat, mais oui, tu vois, si on prend le parallèle de David Naney qui a le même âge que lui, qui a 25 ans, là, il va taper directement contre le numéro 2 de la KT. C'est pas le même combat, soyons honnêtes avec les gens qui nous écoutent. Mais moi, il y a plein de questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses en tant que fan de boxe et de cette KT. Je vais t'en poser trois. Euh, Nouvelle KT, donc on sait qu'il la prépare doucement parce qu'il prend un mec aussi qui est à 135, donc ça c'est Ouais. entre guillemets anecdotique. Mais nouvel entraîneur et nouvelle vie, nouveau camp d'entraînement à Dallas. Si tu veux parler de l'entraîneur, je te laisse faire. Sinon, j'ai préparé mon petit spot parce que j'aime bien cet entraîneur d'Eric James parce qu'il travaille avec Jermel Charlot et Errol Spence pour ne pas le citer, même si, petit bémol, il y a eu, on sait, une polémique après septembre, après la défaite contre Crawford, mais au moment où on se parle, apparemment, ils disent qu'ils travaillent toujours ensemble. Et ouais, et il a été déclaré entraîneur de l'année, malgré que Charlot et Spence n'aient pas eu les résultats attendus de leur gros combat cette année. J'ai lu quelque part que c'était l'entraîneur de l'année, donc ça me semble être un très bon move de la part de Ryan Garcia.
Et ça prouve, donc pour moi, c'est deux éléments qui prouvent qu'il prend sa carrière au sérieux. Donc, se délocaliser, aller prendre un nouvel entraîneur, bah, ça prouve qu'il se rend compte qu'il a peut-être besoin de changement. Et de l'autre côté, bah, il ne prend pas un combat de relance, ce qui signifie que d'un côté, il a confiance en ses compétences, mais et qu'il n'a pas trop envie de prendre de détours, qu'il a envie de très rapidement être à nouveau considéré pour les gros combats dans la division, dans la nouvelle division par conséquent. Ouais, ouais, je te rejoins. Après, je pense que si tu veux aller chatouiller Devin Haney, alors moi, je suis persuadé qu'il va prendre la ceinture le 9 décembre. Mais pour penser à aller parler de Haney Garcia, je pense qu'il manque un combat au milieu, puisque là, il prend un mec qui est classé 20. Euh, Même si c'est une division un peu plus creuse qu'à 135, je pense que quoi qu'il arrive, s'il veut se frotter à ça fin d'année prochaine, il faudra un combat de transition fin du premier trimestre ou milieu du deuxième trimestre de 2024. Mais c'est intéressant pour voir un petit peu un petit travail d'investigation à la crise. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il faisait. On a vu qu'il a pas mal insisté sur sa responsabilité défensive. Et j'aimerais bien qu'on le voit. J'en doute un petit peu. Je pense qu'on va surtout voir son crochet bras avant et sa capacité de déplacement pendant ce combat. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire la diff. Mais quand même, l'état de forme général, on sait que le cut a été trop dur à 135,5 contre Gervonta, donc on va voir un petit peu. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à préparer? Est-ce qu'il a vraiment pris 2 kilos, 2 kilos et demi de muscle? Est-ce que c'est le même physique? Ça fait quand même depuis mai, je crois qu'il travaille avec Derrick James, donc ça fait quand même un laps de temps qui est suffisamment intéressant, puisque 6 mois, c'est quand même important, c'est une demi-année pour commencer à avoir des métamorphoses et sur le plan technico-tactique et sur le plan de la boxe en général et sur le plan physique. Donc non, non, ça répond à pas mal d'interrogations. Moi, je suis très hypé par ce combat, même si on a un bel UFC, petit parallèle, sur le même week-end. Ouais, ouais, ça va être un chouette week-end en termes de sport de combat au sens large. Et je te rejoins, je pense que c'est un combat intéressant pour plein de raisons différentes. Notamment, je pense que c'est très rare d'avoir vu Ryan Garcia combattre contre quelqu'un qui était plus grand que lui. Alors, Oscar Duarte, c'est pas quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus grand que lui. Je pense que ça se compte en 2 centimètres peut-être, mais Ça, ça n'empêche que c'est une caractéristique qui est notable. Duarte aura aussi une allonge légèrement plus grande que celle de Ryan Garcia, donc ça va être intéressant de voir ça. Et là, j'allais en arriver peut-être au profil sportif des deux combattants. Et moi, le premier point que j'ai noté chez Oscar Duarte, c'est que c'était un combattant à pression. Et c'est plutôt rare qu'on ait vu Ryan Garcia travailler de son pied arrière. Un truc qui a été souvent critiqué chez lui, c'est son footwork, justement. Et tu l'as très bien dit, je pense qu'en se déplaçant chez Derrick James, il va potentiellement travailler sur son footwork, continuer à capitaliser sur ses armes et effectivement sa responsabilité défensive qui a été exposée, on va dire, par Gervonta Davis. Ce sont ces 3 gros axes d'amélioration. Et je pense que Duarte est un très bon test pour voir s'il a progressé sur les éléments qui ont été démontrés par Gervonta Davis comme étant exploitables. Alors, comment est-ce que toi tu définirais Oscar Duarte? À mon avis, ceux qui nous écoutent, ils connaissent peut-être beaucoup moins bien Oscar que Ryan Garcia. Donc, essayons d'établir son profil sportif pour ceux qui le découvrent via notre podcast, ce qui est fort possible aussi. ben, il y a deux axes. En termes d'expérience à haut niveau, on peut clairement dire qu'il en a moins que Garcia. Ça, c'est une évidence. C'est clair. Après, en termes de comment on peut dire ça, je vais utiliser des expressions qu'on entend souvent aujourd'hui. En termes de charbon, c'est un charbonneur. C'est-à-dire qu'en termes de rounds, il est à 129 rounds en carrière, quand Garcia est à 92 rounds. Il marche en fait. Ce mec, dans tous ses combats, il marche sur son adversaire. Il est capable, il suit, il est durable, il est dangereux. Même en fin de combat, il s'économise pas, mais tu sais, c'est une boxe. Pourtant, c'est un Américain de nationalité, mais c'est vraiment une boxe à la mexicaine où ça cadre sans arrêt, cadrage dynamique sans arrêt, ça coupe le ring pour pouvoir arriver en face. Et dès que ça ne désengage pas assez en face, ça envoie des enchaînements de 2 coups, 3 coups, pas énormément, tu vois, avec une responsabilité défensive qui est pas mal. Il fait attention à pas en prendre. Après, pour être totalement honnête, il n'a pas fait aujourd'hui, pour moi, à mon opinion, il n'a pas fait face à de très très gros strikers.
avec une puissance importante, avec des déplacements importants et avec surtout un timing important. Donc, à voir comment ce style va être digéré. Après, sur le papier, c'est un style qui peut être chiant pour Garcia parce que il Ouais, s'arrête pas, il est durable. Mais après, voilà, il y a des questions. C'est comme en MMA, on se pose des questions. Est-ce que la fatigue en deuxième partie de combat de Garcia, c'était dû au cut important qu'il a fait pour être à 135 livres, 135 et demi? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que ça a été gommé pendant ces 6 mois passés dans le Texas? Ça va répondre à des questions parce qu'effectivement, comme tu le disais très bien, c'est un combat accessible. C'est pas Devin Haney, ça on est on est tous les deux d'accord pour le dire. Mais c'est un combat où en face il y a du répondant. On est sur le 20e mondial, on est sur un gars qui a un taux de KO très important. Et sur le papier, il a des armes qui peuvent gêner Ryan Garcia, même si pas mal d'observateurs américains notamment pensent que ce sera un one-sided fight, c'est-à-dire un combat qui est uniquement dans un sens. alors je sais pas trop comment me positionner parce que je pense aussi que Ryan Garcia est favori dans ce combat, mais il y a vraiment pas mal de pièges, donc je serais pas surpris qu'il se fasse ennuyer, surtout que, comme tu l'as très bien souligné, Oscar Duarte a un style qui est complexe à gérer, difficile à gérer, mais sur lequel tu peux aussi trouver une ouverture très rapidement. Et autant je serais pas surpris que Oscar puisse ennuyer Ryan, autant j'ai l'impression aussi que le match-up a été très bien sélectionné par le management de Ryan, et je pense qu'il y a des grosses ouvertures pour un finish assez rapide pour Ryan, notamment sur ce crochet avant. Euh, comme j'ai dit, Oscar Duarte, c'est quelqu'un qui travaille en pression. Comment est-ce qu'il met la pression avec une garde haute? Je crois qu'il n'a pas d'autre système défensif que la garde haute. Il utilise des mouvements de tête proactifs. C'est pas réactif, c'est vraiment proactif. Donc il va avancer avec des mouvements de tête, avec des changements de niveau. Et puis il va exploser sur des frappes. Il va essayer de cadrer son adversaire pour pouvoir attaquer justement quand lui est sur le centre du ring et que son adversaire est dans les cordes ou dans un coin. Tu l'as très bien dit, c'est un combo fighter. C'est quelqu'un qui va plutôt construire son jeu sur des combos simples. C'est très rare de le voir envoyer juste un jab. Mais c'est très rare de le voir envoyer une combinaison de plus de 5 coups. Ça va plutôt se situer sur 2, 3, 4 coups. Et il frappe très fort. Ça, voilà, il a beaucoup de KO. Il a des vrais KO. C'est pas des KO sur une pluie de frappe ou un TKO. C'est vraiment des trucs qui éteignent ses adversaires. Il aime bien attaquer le corps. Mais par contre, il n'a pas une extraordinaire gestion de la distance, je trouve. Face à certains combattants, il arrive à avancer avec sa garde haute, les mouvements proactifs de tête qui empêchent son adversaire de le jabber, et puis il arrive à une mi-distance et il ouvre à partir de la mi-distance. Mais face à des adversaires qui gèrent un tout petit peu mieux la distance, il va engager de trop loin, ce qui fait qu'il va se laisser porter par sa puissance de frappe et qu'il va être hors position. Son pied arrière va rattraper son pied avant, son bras avant va revenir par en dessous et va pas revenir assez vite à sa tête. Et je pense qu'il est réellement ouvert en contre sur des crochets avant, ce qui est l'arme principale, ou peut-être pas l'arme, ouais, c'est l'arme principale, Oui, oui. c'est ça que je vais dire, c'est pas la seule arme de Ryan Garcia, mais c'est son arme la plus dangereuse. Et je pense vraiment que si Garcia arrive à bien gérer la distance, à utiliser son jab et à forcer Oscar à engager d'un tout petit peu trop loin et à surengager par conséquent, le crochet avant, il sera là toute la soirée et il pourrait l'éteindre très tôt dans le combat. Ouais, contre Gervonta, c'est beaucoup les feintes et la réactivité, le timing de Gervonta qui ont mis Ryan Garcia en difficulté, notamment sur le down du deuxième. Euh, pour moi, ce deuxième round, on sait qu'il fait KO 7, mais ce deuxième round, il est important quand même parce qu'on a vu une chose qu'on avait rarement vue auparavant, c'est la qualité de menton de Garcia. On sait qu'il est capable de les prendre quand même parce que je crois que c'est un uppercut qui prend au deuxième. Il est létal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient restés KO et le combat serait terminé ainsi. Donc, je vois pas, je vois pas Duarte mettre KO Garcia, même s'il y a une frayeur. Il nous a montré que sur ça, il a du répondant. Malgré tout, c'est un combat qui va répondre à des questions, notamment sur l'état de forme, notamment sur les progrès et la construction de cette montée à 140. C'est pour ça que moi, j'y trouve vraiment un très grand intérêt. Euh, j'ai pas le, j'ai pas le nom en tête, mais si tu me laisses 10 secondes, je vais juste revenir dessus. C'est pas du tout le même combat qu'il avait fait. Comment il s'appelait
Emmanuel Tagoué sans manquer de respect, parce que tu sais que j'aime pas du tout, moi, manquer de respect aux fighters. Il mérite pas ça, il mérite le plus grand des respects. Mais voilà, le combat d'Emmanuel Tagoué, c'était un combat pour faire une victoire qui était vraiment unilatéral. Et, et on savait, il a boxé avec les mains basses. Je me le suis regardé là avant qu'on fasse le podcast. Tu sentais qu'il y avait aucun danger. C'était pas inoffensif, mais presque. Là, il y a une dangerosité. Il peut y avoir des moments compliqués parce que se faire marcher dessus, si ça connecte pas tout de suite, sa droite en ligne ou surtout son crochet bras avant, ça peut être stressant. On sait il revient d'un KO. Il y a des combattants dont la carrière est terminée après ça. Hein. Il faut donc voilà, ça va Ouais, cocher des cases en fait ce combat. c'est clair. Est-ce que sa carrière est finie? Parce que encore une fois, je le dis, hein, faire une interview et faire un face-off intéressant, ben c'est pas combattre, c'est juste faire du show. Mais après le KO qu'il a pris, la déception aussi, parce que on sait que quand tu as un combat d'invaincu, ben, les choses peuvent être très difficiles par la suite. Donc voilà, aspect psychologique, aspect mental, aspect entraînement, aspect délocalisation, parce que le Texas, c'est très différent de où il était auparavant. Et nouvel entraîneur, donc toutes ces choses mis bout à bout font que, en plus, c'est pas un peintre en face, donc font que vraiment, moi, si je devais noter en termes d'étoiles sur 5 étoiles l'intérêt de ce combat, je mettrais 4 étoiles quand même, parce que euh, il y a beaucoup de cases qui vont être cochées et on va voir la suite. On va pouvoir voir la suite si dès le prochain combat, on peut repartir à très très haut niveau dans l'élite mondiale ou s'il faut une petite transition encore avant d'aller penser à des Devin Haney et autres. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un d'invaincu qui se prend une défaite, voir comment il rebondit de ça. Sur papier et aujourd'hui en spéculant, j'ai l'impression que tous les indicateurs qu'on peut trouver semblent positifs, semblent être ouverts pour un très bon retour de Ryan Garcia. Mais on n'est jamais à l'abri, évidemment, que sa défaite contre Gervonta Davis l'ait complètement ruiné et qu'il puisse nous faire déjà une descente aux enfers malgré son jeune âge. Évidemment, c'est pas ce qu'on espère. On parlera plus tard de nos pronostics et préférences dans ce combat. Je pense que sur la description du profil sportif de Ryan Garcia, on peut aller très rapidement. Hein. Quelqu'un de très rapide. Il a l'œil pour bosser dans les ouvertures. Il a un excellent crochet qui est précis, rapide et puissant. On peut lui reprocher un footwork qui est encore en phase de développement. C'est aussi un gros bosseur. C'est quelqu'un qui est capable de travailler sur les deux niveaux, hein, qui va beaucoup combiner sur corps-tête. Et voilà, je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Je ne sais pas s'il y a un élément supplémentaire qui sort du lot pour toi, Non, ou non, si on passe plutôt sur la je, partie je te stratégique de part et rejoins d'autre. et comme tu l'as très bien dit avant, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir rapidement. Un, effectivement, l'adversaire, tu sens qu'il a été mûrement réfléchi et que c'est exactement cet adversaire-là qu'il lui fallait pour son combat de reprise. Deux, l'entraîneur, pareil, vraiment, tu vois, on sait que Calvin Ford, l'entraîneur de Gervonta, lui avait un peu tendu la main aussi après le combat, mais je trouve que aller choisir Derrick James, c'est aller répondre à. Alors, j'ai pas envie de dire le mot lacune, pareil, parce que je trouve un peu offensant, mais c'est aller répondre directement aux axes d'amélioration qui lui ont été reprochés et aux petites lacunes entre guillemets qu'on a vues sur des gros affrontements. Donc, je trouve ça hyper intelligent et hyper construit en termes de choix de carrière. Et vraiment, j'attends ça avec impatience de voir de quelle façon ça va matcher. Ouais, moi je suis ultra intrigué aussi. Alors j'ai profité, là ça fait 19 minutes qu'on parle, donc je vais faire une toute petite parenthèse. La première, c'est que si ça fait 10 minutes, 19 minutes que vous nous écoutez parler et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un problème quelque part. Donc prenez le temps de le faire. Que vous aimez la boxe anglaise ou le MMA, maintenant les deux sports seront couverts de manière assez volumineuse sur la chaîne, donc abonnez-vous. Un petit commentaire avec votre pronostic, un like pour donner de la force. Et finalement, je pense que pas mal de gens l'ont vu. On s'associe aussi à DAZN, DAZN la chaîne télévisée, qui va beaucoup investir dans la boxe anglaise. Donc ici, c'est une affiliation simple, c'est-à-dire qu'on a des liens pour s'inscrire et pour s'abonner à DAZN. Si ça vous intéresse et que vous voulez regarder beaucoup de boxe anglaise à partir de maintenant, vous vous abonnez à DAZN et nous, là-dessus, on touche une petite commission. Voilà, comme ça, c'est dit transparent. Si vous voulez pas qu'on gagne de l'argent avec votre inscription, vous allez sur DAZN.com et vous vous abonnez. Mais bon, c'est toujours
ça vous coûtera pas plus cher, ni moins cher, de passer par nos liens qui sont en description de la vidéo. Et nous, ça nous aide à nous développer davantage. Ok, maintenant que le call to action est fait, on va passer aux stratégies. Donc, si tu étais dans le coin, si tu étais Derrick James, c'est un double chouette prénom. Hein. James, c'est le nom de mon bébé. J'aime beaucoup. Derrick, c'est un chouette prénom. Derrick James, ça le fait. C'est très américain comme ça. Si tu étais Derrick James, quels seraient les axes stratégiques sur lesquels tu ferais travailler Ryan Garcia pour ce combat en particulier et pas pour une trajectoire de carrière? On sait, tu l'as très bien dit, que le crochet du gauche, le crochet bras avant devrait être particulièrement intéressant pendant ce combat. Mais est-ce que je suis capable maintenant de te dire, et est-ce que Derrick James lui-même sait à quel moment ça va connecter? On ne sait pas, parce que comme tu l'as dit, il y a les mains très hautes qui sont en face. Il a l'habitude quand même de ça, il est rugueux, Duarte. Donc la question la plus importante, c'est entre le début du combat et le moment où ce crochet va connecter, parce que je suis assez d'accord avec toi, c'est ça qui va connecter d'après moi. Il va se passer un laps de temps où on a envie, où on aimerait voir quelqu'un qui feinte, quelqu'un qui désengage, quelqu'un qui tourne. Et c'est des choses qui ont l'air basiques, comme dans ma façon de le dire, mais qui n'ont pas souvent été constatées, qu'on lui a reproché. Donc voilà, il va peut-être se passer un round, il va peut-être se passer 3, peut-être 7, peut-être 10, peut-être même qu'il va aller à la décision ce combat. Et ce qu'on a envie de voir, c'est de quelle façon ça va bouger, comment ça va, est-ce que ça va être sur la pointe des pieds, est-ce qu'il a une capacité à se mouvoir sans arrêt, à faire des feintes. Voilà, c'est le genre de choses parce que je pense vraiment que l'ancien Ryan Garcia aurait peut-être un petit peu galéré avec un mec qui lui marche dessus de cette façon. Je pense qu'il aurait gagné quand même, soyons honnêtes. Cela étant, voilà, j'ai envie de voir comment il va réagir avec un mec qui coupe le ring et qui avance sans arrêt. Et de quelle façon est-ce qu'ils ont mis un game plan en place sur du corps à corps, chose que j'aurais pas fait parce que je trouve vraiment pas mal Duarte dans la poche. Si moi j'avais dû gérer ce combat, j'aurais désengagé Exact. en feintant avec le bras arrière parce qu'on attend le crochet pour mieux placer le crochet par la suite et utiliser effectivement la droite en ligne parce que on l'a vu Garcia et ça il le fait bien déjà, on le sait, il est capable de la doubler ce bras arrière. Peu de boxeurs sont capables de le faire, il faut un très haut niveau technique et des épaules hyper rapides. Donc voilà, moi j'ai envie de voir de quelle façon il va se mouvoir et j'espère qu'il va être intouchable pour Duarte de façon à constater des progrès là-dedans et pouvoir l'imaginer sur les big stages sur l'année 2024. Ouais, c'est le premier point que j'ai noté, c'est déplacement pour éviter de se faire cadrer. Je pense que la pire chose, la pire situation dans laquelle tu peux te retrouver face à Oscar Duarte, c'est d'être dans les cordes pendant la plupart du combat. Donc, il va devoir utiliser trois choses en fait, trois éléments pour moi. Donc, c'est beaucoup de déplacement. Pour éviter que Duarte puisse juste avancer en ligne pour le cadrer, des feintes comme tu l'as dit et du volume en single attack. Je pense que forcément quand tu commences à combiner face à quelqu'un comme Duarte, c'est là où il va faire du catch and pitch, c'est là où il va profiter pour casser la distance et venir à mi-distance là où il est le meilleur selon moi. Donc utiliser du volume en single attack, c'est assez bizarre à dire parce que on a l'impression que travailler en volume c'est envoyer des combinaisons, mais tu peux envoyer pas mal de single attack à répétition et puis feinter sur ces single attack pour créer tes ouvertures. J'aime beaucoup ce que tu as dit, je ne l'avais pas noté. Travailler les feintes avec le bras arrière pour pouvoir setup le crochet. Moi, j'avais mis un truc aussi, c'est étant donné qu'il a une garde haute, tu peux setup des body shots. Hein, il est très ouvert au body shot aussi du RT. Donc, tu setup des body shots avec des frappes rapides et légères à la tête qui permet vraiment de forcer cette garde haute, puis venir frapper au corps, mais très vite sortir parce que j'ai vu juste avant la vidéo un superbe KO de Oscar Duarte où il fait la Peterian contre José Aldo. Tu vois, il vient bloquer avec son bras arrière le crochet avant de son adversaire et puis il répond dans l'ouverture avant que le gars rapatrie son bras avant avec lequel il a envoyé le crochet et puis finalement clairement travailler le check hook en contre et comme je l'ai dit par le passé dans le podcast, en forçant une distance bras tendu le plus souvent possible dans le combat, ce qui va forcer Oscar Duarte peut-être à engager dans tout petit peu trop loin, surengager par conséquent, avoir une fenêtre ouverte sur le côté droit de son visage pour le check hook et se faire connecter à ce moment-là. Alors, passons du côté opposé. Si tu étais dans le coin de Duarte, quelle serait la stratégie mise en place? Je pense que c'était contre Alex Martin où il y a une belle responsabilité défensive où ça remise fort derrière, il l'électrocute et il est compté et tout de suite après le count il le refinit je crois sur un bras arrière donc
on voit que c'est pas de la chance. C'est un boxeur qui est dangereux. Moi, j'aurais tendance vraiment, même si la plupart de ses attaques, c'est plutôt courte distance, mais je dirais carrément dans la poche. Moi, je le trouve dangereux dans la poche et surtout sur des remises défense-attaque, tu vois. J'aime bien ce que tu as dit à propos de Petroyan parce que c'est très MMA quand même, tu vois. C'est défense, c'est défense avec des épaules orientées pour remiser tout de suite avec le bras opposé. Je trouve que c'est très MMA ce qu'il fait et c'est quand même très très dangereux du coup parce que si tu restes dans la poche et tu t'éternises un petit peu, tu peux vraiment te faire éteindre. On sent que c'est un boxeur qui n'a pas besoin de faire du TKO, tu vois. T'es connecté une fois, c'est très dur. Malgré tout, je le vois pas arriver dans cette distance et à moins d'un accident. Et encore une fois, je reprends sur ce que j'avais dit sur le montant de Ryan Garcia. Je pense que la poche va être compliquée parce que il y a pas que de Lomachenko sur cette planète pour arriver facilement dans la poche. Et là, je pense que ça va être compliqué, moi. Ouais, stratégiquement, ça va être difficile pour Duarte parce que tu as l'impression qu'il combat un peu toujours de la même manière et on l'a pas encore vu réellement incapable d'imposer son style. Mais là, comme on l'a dit depuis le début du podcast, c'est un gros step-up de passer pour lui à Ryan Garcia et je crois qu'il va avoir du mal à imposer son rythme habituel, sa pression habituelle, ses combos habituels, d'être capable de forcer la mi-distance et d'échanger là-dessus sans devoir surengager. Moi, j'avais noté aussi que les combos corps-tête, ça pouvait être intéressant pour lui. Mais voilà, je pense que c'est une très bonne transition pour passer vers les pronostics et préférences. Et je pense qu'on risque d'être aligné dessus. Moi, je vois un Ryan Garcia revenir par une victoire sur KO. Et c'est ma préférence. Je sais que certaines personnes qui vont écouter ce podcast n'aiment pas spécialement les combattants qui s'exposent médiatiquement, etc. Moi, j'aime bien pour la bonne et simple raison que Ryan Garcia, c'est quelqu'un qui donne de la visibilité à l'anglaise. La boxe anglaise a besoin de visibilité plus que jamais aujourd'hui. Et si on a un Ryan Garcia qui arrive à être aussi fort sur le ring que ce qu'il n'est sur les réseaux, la boxe anglaise a beaucoup à gagner de ce genre de profil. Donc moi j'ai vraiment envie de le voir monter et très rapidement de le voir revenir dans le top de sa division, de sa nouvelle division, pour qu'on ait un gros combat avec Ryan Garcia en tête d'affiche quelque part sur la fin 2024. Et je te rejoins sur ce que tu as dit plus tôt. Je pense que ce combat-là ne sera pas celui qui va l'amener à Haney par exemple pour la suite, mais c'est un premier combat. Un autre combat dans je sais pas, en début d'été 2024 pour faire un setup sur un gros combat fin 2024, ce serait parfait pour Ryan Garcia et pour la boxe anglaise en même temps. Quel est ton pronostic? Quelle est ta Ouais, préférence, écoute, Aldric? préférence, oui, parce que quand même, effectivement, c'est une tête d'affiche et c'est un des leaders médiatiques de l'anglaise, que ce soit à 135 ou à 140. Donc, bien évidemment, Garcia. Moi, et c'est pour ça que ça me plaît ce que tu as dit au niveau corps, parce que j'ai dit crochet bras avant, mais j'ai pas dit le niveau. Et moi, je vois effectivement un crochet corps qui va terminer ce combat. Tu vois, je vois bien un KO corps. Euh, et je pense que c'est un combat qui va durer entre 3 et 5 rounds. Donc, allez, pour pas, on va faire, on va dire KO 4 parce que je pense que ça va être volontaire. Il va pas rusher. Ouais, je le vois faire une moitié de combat pour sa reprise tranquille et accélérer crescendo après. Parce que c'est le genre de gars qu'il faut vraiment timer. On l'a dit, il est dangereux. Défensivement, il remise très vite, Duarte. Donc, je pense que c'est vraiment des gars qu'il faut Ouais. timer avant de commencer à accélérer, comprendre un petit peu les patterns et les armes avec lesquelles ils sont venus le jour J. Donc, je pense pas qu'il rush. Je pense qu'il est capable de faire KO 1 s'il accélère tout de suite, mais ce serait s'exposer et c'est un combat important. C'est une tête d'affiche, c'est un des combattants les plus médiatisés au monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À partir de là, tu sais qu'une deuxième défaite, c'est catastrophique. C'est même pas catastrophique en fait, c'est terminé. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un accident là-dessus, c'est fini si la hype elle est à zéro et elle est enterrée sous terre. Donc pour ces raisons, je le vois prendre son temps, timer un petit peu et finir ça entre 3 et 5. J'adore cette dernière analyse pour clôturer ce podcast. Aldric, merci pour ta préparation. Tous ceux qui écoutent jusque maintenant, un tout grand merci à vous et à très bientôt. Ciao, Salut! ciao. Voilà, parfait. Je voulais